Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 15 avril 2025, et nous poursuivons notre petite balade dans l'histoire de l'art avec une artiste allemande. Ouais, Gabriele Münter. Donc c'est une exposition qui est au Musée d'Art Moderne. Donc cette exposition retrace le parcours de 60 années de création artistique de Gabriele Münter, une artiste allemande qui est née en 1877 à Berlin et qui est morte en 1962 dans sa maison de Murnau près du lac Staffel. C'est une des artistes les plus importantes de l'expressionnisme allemand, qui est peu connue en France, dont il n'existe aucune biographie traduite en français. Et donc cette exposition va nous faire découvrir, à travers un parcours chronologique, une femme voyageuse, indépendante, passionnée par le dessin dès son plus jeune âge, compagne de Kandinsky pendant 14 années, à l'avant-garde des cercles artistiques munichois, telle la nouvelle association des artistes de Munich, puis le Cavalier Bleu, une femme qui s'est exprimée par différentes techniques, la photographie, la peinture, le dessin, la broderie, la gravure. Donc pour raconter un petit peu sa biographie, je vais d'abord lire un extrait de ce qu'elle écrit elle-même, Gabriele Münter par elle-même. C'est extrait d'un article qui s'appelle, d'un journal qui s'appelle Das Kunstwerk de 1948, où elle se raconte un petit peu. Donc je vais prendre le début de sa biographie. D'après mon acte de naissance, je suis née à Berlin le 19 février 1877 à 3 heures de l'après-midi. Rien ne permet de prouver, ni même de supposer que mes ancêtres m'aient transmis une quelconque prédisposition pour l'art. Je ne dois qu'à moi-même mon penchant précoce pour le dessin, qui fut encouragé aussi peu par ma famille que par l'école. Quand j'avais 14 ans, on remarqua la justesse avec laquelle je rendais en simples traits rapides les têtes de mes proches. Entre 1898 et 1900, au cours d'un périple de 2 ans auprès de ma famille aux États-Unis, j'immortalisais avec enthousiasme les membres de mon entourage dans mon carnet de croquis, ne recherchant que la ressemblance. J'avais déjà 24 ans lorsque je m'installais à Munich et commençais vraiment à travailler à l'école de l'Association des femmes artistes. L'académie n'admettait à l'époque que des hommes. 1 an plus tard, Kandinsky devint mon professeur à l'école moderne de la Phalanx. Il renonça rapidement à vouloir m'enseigner quoi que ce soit, puisque selon lui, tout me venait naturellement. Il accompagna jusqu'en 1916 mon évolution et mon travail, qu'il comprenait parfaitement et qu'il encouragea sans jamais chercher à l'influencer. Donc voilà comment elle commence à se raconter. Donc effectivement, en 1904-1908, là je reviens un petit peu en arrière, donc elle est avec Kandinsky et là elle va voyager aux Pays-Bas, en Tunisie, en Italie, en Suisse, à Paris et à Berlin. Avec Kandinsky. Oui, en 1906, ils vont arriver à Paris, c'est leur premier séjour parisien. D'abord dans le quartier latin, puis à Sèvres. Et à partir de novembre 1906 et jusqu'au mois de mai 1907, Gabriele Münter va louer une chambre toute seule dans le 5e arrondissement, rue Madame. Et là, elle va rencontrer d'ailleurs les collectionneurs Sarah et Michael Stein, qui habitaient le même immeuble qu'elle et qui étaient les mécènes de Matisse. En 1907, elle expose des peintures qu'elle a réalisées à Paris. Elle expose au Salon des Indépendants, 6 gravures d'ailleurs qu'on pourra voir dans l'exposition. Ensuite, elle retourne à Munich, elle se fixe à Munich. Là, elle a une première exposition personnelle dans une galerie de Cologne. 2 ans plus tard, la même année, elle découvre Murnau. Murnau, donc c'est une petite ville qui est à 1 heure de train de Munich, au sud-ouest de Munich, près du lac Staffel et au pied des préalpes bavaroises. Donc là, elle découvre cette maison avec Kandinsky. Ils vont acheter une maison dès 1909 et ils vont régulièrement y passer du temps. Ils vont eux-mêmes d'ailleurs décorer toute la maison, tout peindre. Enfin, il y a quelque chose d'assez euphorique dans cette place-là. Elle apprend ensuite la technique de la peinture sous verre. Elle est passionnée par l'art populaire. Et d'ailleurs, c'est pareil, l'exposition va nous montrer quelques fixés sous verre avec l'un des derniers spécialistes de cet art qui est établi à Murnau.
Et en 1909, c'est la création de la nouvelle association des artistes de Munich, avec Kandinsky, et c'est la première exposition du groupe. 2 ans plus tard, ce sera la création du Cavalier Bleu, et là, Gabriel Münter, d'ailleurs, va photographier l'accrochage de cette exposition. Bon, le Cavalier Bleu, ça va durer très peu, puisque ça va, la Première Guerre mondiale va mettre fin à tout ça. Le Cavalier Bleu a une publication qui s'appelle l'Almanach, où ils reproduisent des dessins, des peintures. En 1913, ça va être une exposition personnelle de Gabriel Münter dans une galerie berlinoise et une exposition ensuite qui va circuler un peu partout en Allemagne. Puis, c'est la Première Guerre mondiale. Kandinsky quitte l'Allemagne, il retourne en Russie et d'abord ils vont aller tous les deux en Suisse et ensuite lui va repartir en Russie et d'ailleurs il se mariera en Russie et après ce sera la fin de leur vie ensemble, quoi. Elle, en 1915, elle est à Berlin, elle fait même une exposition personnelle, puis de 1915 à 1920, elle va partir en Scandinavie. Elle retourne après la guerre, après 1920, elle revient en Allemagne, elle va rencontrer un philosophe et historien de l'art, Johannes Fichtner, avec qui elle se mariera. 1920-1930, c'est 1929-1930, un second séjour à Paris. Là, elle va s'inscrire à la Grande Chaumière. Et en 1938, c'est la promulgation de la loi sur la confiscation des produits de l'art dégénéré. Donc, elle va se faire très discrète sur la scène artistique et elle va cacher une partie des œuvres qu'elle a gardées de Kandinsky dans sa cave, ainsi que ses œuvres à elle. À l'occasion de son 80e anniversaire, donc après, elle fera don de ses œuvres qu'elle avait gardées, elle fera don à un musée de Munich. Voilà, il y a plusieurs artistes aussi qui faisaient partie du Cavalier Bleu. Et donc elle meurt en 1962 dans sa maison de Murnau, dans laquelle elle est retournée après la guerre, passer la fin de sa vie, qui apparemment lui convenait, qui était très, très paisible, quoi. Oui, je voudrais relever, et c'est pas à chaque fois possible, que Kandinsky semblerait avoir été un compagnon assez généreux, assez normal, en fin de compte aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était pas vraiment le cas. Il a laissé s'exprimer sa compagne sans contrainte, il l'a aidé quand c'était nécessaire, etc., puisqu'il était plus âgé, il a été son professeur. Mais c'était pas un artiste castrateur, comme beaucoup d'artistes masculins l'ont été envers leurs femmes, qui sont passés complètement à travers les mailles de l'histoire de l'art. Voilà. Donc on peut au moins, moi si j'aime pas beaucoup le travail de Kandinsky, au moins là je peux être assez, comment dirais-je, admiratif de son comportement avec cette jeune femme artiste. Oui, effectivement, et quand on regarde les œuvres de ces deux artistes, elle n'a pas du tout été inspirée par l'œuvre de Kandinsky. Par rapport, nous on avait vu Nadia Léger, bon moi j'ai beaucoup aimé le travail de Nadia Léger, mais on a vu que en fonction de ses compagnons, effectivement, elle s'imprégnait énormément des gens qui l'entouraient, quoi. Oui. C'est une symphonie de l'horreur, Nosferatu. Alors Nosferatu, on a pensé au film de Murnau et qui correspond effectivement à ces années de l'Allemagne expressionniste. Donc après, on va revenir sur
sur le parcours de l'expo. Donc c'est comme je disais, c'est un parcours chronologique sur 4-6 salles, je crois. Donc c'est une exposition qui est complètement à taille humaine. Et on commence par... il y a beaucoup d'œuvres quand même. Il y a beaucoup d'œuvres. Et il y a beaucoup d'œuvres. Et on va commencer par ces photographies. Donc justement, ce sont des photographies en noir et blanc, celles des États-Unis et celle où elle voyage en Tunisie avec Kandinsky, où là déjà, ce qu'on va voir dans son œuvre, c'est tout son rapport à l'humain. En fait, elle est proche des êtres humains et on va le sentir dès ses premières photographies en fait, quoi. Donc elle avait acheté un appareil, quand elle est partie justement, elle achète un appareil dans une ville du Texas et là on peut voir une vitrine où il y a un appareil, c'est pas le sien mais c'est le même, il y a un Kodak je crois, enfin voilà. Et donc, au cours après de leur voyage, quand ils vont partir tous les deux en Tunisie, fin 1904-1905, ils vont aller dans des lieux qui sont éloignés des circuits touristiques. Ils vont travailler beaucoup, ils seront côte à côte. Elle se plaît à broder des textiles aussi, d'après des esquisses de Kandinsky. Et elle va quand même réaliser 150 peintures et dessins et faire environ 180 photographies, quoi. Ouais. Donc, il s'agit moins d'une expérience artistique que d'une confrontation à une culture dont elle fixe le quotidien, donc comme disait les gens dans la rue, des éléments d'architecture, de calligraphie. Donc là, laisse un témoignage de sa vision, d'une vision qui est quand même originale et qui est loin des clichés qu'on avait à l'époque quand on partait voyager comme ça en Afrique du Nord, quoi. Après, on a une salle où c'est ses premiers pas sur la scène parisienne, où là, on a ses gravures, principalement de la linogravure. Et il y a des portraits, donc des portraits donc des gens qui sont autour d'elle, comme sa logeuse, comme la jeune femme qui fait aussi le ménage, qui travaille avec sa logeuse. Et moi, ce que j'ai aimé dans ces gravures, c'est qu'il y a le portrait, et en fait, il y a un arrière-plan qui est où on voit justement, par exemple, c'est Madame Verneau, je crois, qui est sa logeuse, et derrière, on voit sa fille qui est en train de travailler. Donc l'arrière-plan est aussi important finalement que déjà le portrait de la gravure, quoi. Mais l'arrière-plan est traité en gris ou en gris, hein, c'est ça, ouais. Ah, ouais. Donc c'est au moins deux passages sous la presse. Ouais. Et donc quoi. Ouais, en fait, ces portraits, il y en a qu'elle a décliné de plusieurs couleurs aussi. Enfin, mais vraiment, ces arrière-plans sont forts justement quand on les voit pas tout de suite. Et après, si on regarde bien, on se dit mais en fait, le dessin, il est là aussi. Et donc après 1908, elle va partir à travailler dans le quartier qui est bohème à Munich, qui est un quartier qui est à proximité de l'Académie des Beaux-Arts. Et là, c'est pareil, elle va continuer à peindre des gens qui sont dans son entourage ou les habitants de son immeuble. Elle peut faire le portrait de son propriétaire, donc des portraits qui peuvent être personnels, intimistes, où il y a quand même il y a une force quand même dans sa peinture, quoi. Mais c'est pas des portraits de commande. Non, pas du tout. Ouais, c'est vraiment un intérêt pour les gens, quoi. Ouais. Ce qui est assez rare chez les artistes. Ouais, et ça c'est vraiment moi ce qui ressort. Bon, après il y a des paysages aussi, mais ça vraiment pour moi c'est quelque chose qui ressort, sa façon dont elle traite dont elle traite l'humain, quoi. C'est avec sa personnalité, avec beaucoup d'humanisme. Elle fait le portrait d'un peintre qui s'appelle Jalewski, avec qui il passait des vacances ensemble, lui et sa femme, je crois, dans leur maison de Murnau. Et lui, il est, je sais pas si tu te souviens de Sableau, il est un peu sur le côté, il a des petits yeux tout ronds. Et des fois, il y a ça, elle a des regards. Ouais, c'est une peinture. Oui, c'est une peinture, on a envie on est interpellé par le regard de certains de ces personnages. Je trouve qu'ils sont très simples, mais c'est là, quoi. Ouais, tu m'avais fait remarquer dans le musée, tu m'avais fait faire cette remarque. Et j'avais évidemment, même si je vais vite, je passe devant les Cimaises au Petit Trot, cette peinture m'a arrêté parce que j'ai trouvé, c'est assez rare dans les peintures comme ça d'avoir ce genre de personnage qui te fait arrêter, quoi. Voilà. Parce que c'est pas non plus une grande peinture une grande tartine peinture lurée, mais c'est même assez intimiste, mais quand même il y a plusieurs personnages, mais c'est lui qu'on voit tout de suite. Ouais, comme elle a peint les enfants aussi, là il y a 2 portraits d'enfants. Oui, ouais, un petit garçon, une petite fille, magnifique, ouais. Ah oui, c'est très tout. On sent, c'est dans ces traces on est obligé de comprendre qu'elle est proche
des gens. Voilà, parce que on peut pas faire une peinture comme ça. Enfin, pour ces deux enfants, mais aussi pour ce personnage aux yeux ronds, ça va être son titre. Hein. Si on n'aime pas ses contemporains, voilà. C'est pas une peinture de quelqu'un d'égoïste, de quelqu'un qui supporte pas ses contemporains, c'est tout le contraire. Ouais. Alors elle a une palette très colorée, hein. Elle a une facture expressionniste, enfin c'est vraiment une peinture qui nous saute à la figure quand même. Hein. Oui, il y a certains, d'ailleurs, il y a certains paysages ou certains morceaux de peinture qui s'apparentent au travail du groupe Cobra, par la violence, le contraste des couleurs, la violence des couleurs, des aplats, de jaune, de rouge, de vert, de bleu. Voilà, il y a sans aucune, comment on pourrait dire, sans aucune finesse, sans aucune délicatesse, c'est vraiment brut de décoffrage. Ouais, tout à fait. Et moi, il y a certaines peintures qui m'ont vraiment bouleversée. Par exemple, il y a une femme qui est de dos et qui est face à un paysage de neige où il y a un arbre avec de la neige et des oiseaux dessus. Et je trouve que il y a tout là. C'est paisible et en même temps il y a une force dans ce paysage, quoi. Oui, d'ailleurs. Si tu veux, en peinture, en dessin, enfin peu importe, quand on représente des personnages de dos, ça ajoute vraiment du mystère, ça ajoute un plus au travail, quoi. Parce que de voir quelqu'un de dos, ça enlève la personnalité du personnage, on ne voit pas son visage, on ne sait pas ce que ça exprime, on voit juste son dos, avec sa tête ou son chapeau. Enfin. Et là, il y a quand même, ça titille ce qu'il y a en nous de recherche de mystérieux, d'incompréhensible. Voilà. C'est un personnage de dos. C'est vraiment dans la peinture ou dans le dessin, ça signifie vraiment quelque chose de particulier. Qu'a voulu exprimer l'artiste la plupart du temps. De même qu'elle a une femme qui, en fait, on ne voit pas on voit que son buste, en fait. Elle est là, donc il n'y a pas la tête, on voit son buste et elle tient une petite sacoche devant elle, quoi. Là, ça, voilà. Et c'est pareil. Ah oui, c'est comme une peinture de dos. C'est pareil, t'as pas le visage. T'as juste un morceau du corps qui tient une petite pochette, mais là, ton imagination se met en branle et puis tu peux imaginer tout. Ouais. Et des fois, il y a une certaine aussi naïveté dans ce qu'elle représente. Alors avec Kandinsky, quand il y a eu l'époque du Cavalier Bleu, ils ont eu un grand intérêt pour les dessins d'enfants. Ils en ont mis d'ailleurs dans cet almanach du Cavalier Bleu. Et là, on peut voir, il y a 2 dessins d'enfants, d'ailleurs d'un petit garçon qui s'appelle Robert, et qu'elle reprend, elle, dans une toile. C'était moi quand j'étais petit. Elle les reprend dans une toile, et ça, c'est intéressant, justement, cette partie des dessins d'enfants, là. Oui. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est indiqué que parce qu'elle s'est aussi inspirée de dessins d'enfants pour son travail personnel, mais c'est bien indiqué, c'est pas caché, il y a les dessins d'enfants qui sont faits par les enfants et des dessins qui pourraient être des dessins d'enfants, mais qui sont faits par elle. Voilà, d'ailleurs, justement, les 2 dessins qui sont des vrais dessins d'enfants sont repris dans une toile où elle les inclut sur son œuvre, quoi. Voilà. Et elle a fait aussi, ça c'est pas dans les dessins d'enfants, elle a fait des très beaux portraits de jeunes filles endormies, de petites filles endormies sur des banquettes de train où on les voit de profil allongé. Là, c'est pareil, c'est paisible et en même temps c'est présent, c'est très présent, quoi. Oui, mais qui, à part elle, a peint des fillettes endormies sur une banquette de train? J'ai pas ça en mémoire du tout. Voilà, c'est vraiment là. Et c'est pour ça que j'adore le musée d'art moderne, parce que il présente souvent des artistes, comme on avait vu cet artiste dont tu as interviewé la sœur. Là. Ah oui, Éric Dubuc. Éric Dubuc, des gens comme ça, personne ne les connaît. Ils ont exposé nulle part, ou pratiquement ils sont passés inaperçus, mais pas du musée d'art moderne. Voilà, on a souvent découvert au musée d'art moderne des artistes qui sont inconnus, en tout cas en France, ça c'est sûr, mais peut-être même aussi dans leur pays. Oui, effectivement, qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir en France. Et ça, pour ça, le musée d'art moderne, vraiment, c'est une espèce de trésor national. Ouais.
Tout à fait. Et donc après, quand en 1909, ils ont leur maison à Murnau, c'est là qu'elle se passionne pour tout l'art populaire et qu'elle va faire des fixés sous verre. Donc avec effectivement ce côté d'art populaire, de paysage ou de personnages. De même qu'elle, comme elle faisait déjà de la broderie quand elle était avec Kandinsky en Tunisie, il y a quelques œuvres, il y a une toile qui représente un bateau sur la Volga et il y a des petits sacs qu'elle a fait avec de la perle brodée, quoi. Oui, alors nous on a connu une femme d'artiste, artiste elle-même, Jacqueline Imbert, qui travaillait des fixés sous verre avec, comment dirais-je, son compagnon l'encourageait qui était un grand peintre, enfin de notre point de vue en tout cas, voilà. Prix de Rome aussi à 24 ans, hein, quand même, c'était pas rien du tout. Et qui encourageait sa femme à travailler le fixé sous verre. C'était très touchant. Mais une facture très populaire aussi. Oui, tout à fait. Alors, oui. je ne sais pas si le fixé sous verre s'y prête plus qu'autre chose qu'une autre technique. C'est-à-dire que le fixé sous verre, tu es obligé quand même d'un peu simplifier. Tu peux pas faire des tarabiscotages invraisemblables. Ça peut arriver. Hein. On a vu des fixés sous verre d'Europe centrale où c'est vraiment de la dentelle. Mais bon, c'est quand même une technique qui requiert quand même une certaine simplicité. Ouais. Et donc après, on a une nouvelle salle, donc elle retourne sur sa vie à Berlin et après sur Murnau et tout s'enchaîne comme ça, les peintures s'enchaînent rapidement dans l'exposition pour notre bonheur, quoi. Tout à fait. Il y a les croquis qu'elle a fait dans son second séjour parisien et là ce sont des croquis de femmes, des femmes poétesses, enfin voilà, des femmes qu'on dit libres. Ouais. Voilà. Bon, elle l'était aussi. Et c'est pareil, là je suis en train de regarder un peu les photos que j'avais prises. Dans ces gravures sur bois, il y a aussi ces linogravures, il y a des petits paysages qui sont super, quoi, avec des arbres, avec des maisons. Enfin, moi, faut dire que j'aime beaucoup la linogravure, donc je suis un peu partiale, quoi. Oui, puis c'est pas si fastoche que ça, la linogravure. Si vous voulez, la technique entamer du lino, c'est pas comme entamer du bois ou des choses ou du métal. C'est un petit peu enfoncer une mode de beurre, mais quand même, si vous voulez, la mode de beurre, c'est pas aussi facile que ça à graver. Voilà. Je trouve que il faut maîtriser quand même on peut faire des choses magnifiques et qui sont très proches de la gravure sur bois, mais il faut quand même, c'est pas la simplicité du matériau. C'est pas forcément la simplicité du travail de ce matériau. Je sais pas ce qu'on pourrait dire pour conclure. Moi, j'ai quand même le sentiment, en traversant l'exposition, qu'il y avait plusieurs styles quand même différents. Ah oui, complètement, oui. Et voilà, par exemple, il y a un moment, c'est même à la fin de sa vie, c'est une maison qui est parfaite, qui est toute en finesse. Enfin, et là, on voit pas du tout ces grands aplats colorés qui font presque penser. Au début, on a des fois l'impression que c'est presque du vitrail. Des fois, Ouais. par moment, sa peinture. Et là, on est dans un dessin très très classique, quoi. Oui, tout à fait. Non, elle a eu plusieurs périodes. Un peu comme Picasso, différent évidemment de Picasso, parce que lui il pompait tout le monde, mais bon, elle pompait pas, ça vient d'elle toute seule, il n'y a rien qui ressemble à rien dans son travail, enfin rien de connu, mais elle a exploré au moins une demi-douzaine comment dirais-je, de techniques picturales, voilà, dans cette exposition en tout cas. Or, je parle de peinture, mais il y a aussi la gravure, il y a aussi le dessin, il y a aussi ces choses-là, où elle est aussi diverse que dans sa peinture. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit là, dans l'extrait que je lisais tout à l'heure, Gabrielle Münter par elle-même, elle dit que à la fin de sa vie, justement, depuis 1931, je vis à Murnau, où j'ai acquis une maison dès 1909 et je peins. Je ne me préoccupe pas des dernières tendances de l'art. La dictature qui m'obligea à partir de 1937 à cacher mon existence artistique et la guerre ont achevé de me pousser au repli sans pour autant entraver ni altérer mon travail. Je continue à peindre en toute spontanéité. Ces dernières années, l'audace a sans doute cédé du terrain au profit d'un nombre croissant de peintures plus lumineuses et plus équilibrées. Oui. I know the
forgotten. My friend, has saved me. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this. I did it more. Why? Die Welt ist so kaputt. Es ist alles Schutt auf dieser Erde. Wow, wow, wow. Jetzt wird alles gut. An deiner Seite eine Pleite. Und dann und wann kommt dann der Mann deiner Träume. Und dann hängst du dich ran, ein ganzes Leben. Und Geld ist mehr, Money, mehr wert als ich. Fresserei genügt uns nicht. Auch kein Geschäft macht keinen satt. In dieser sogenannten Stadt, der Druck muss weg, was bleibt er da? Ein ganzes Leben. Berlin, tote Stadt, scheiß Stadt mit Stacheldraht. Auf weißen Zäunen, Berlin ist alt und voll Gewalt. Wo sind sie hin, ja, wo sind sie hin, die schönen Träume? Dann und wann zuckt auf ein Blitz aus heiterem Himmel. Schick ein in den Einzelfall, so rot war eben. Geld ist mehr, Money mehr wert als ich. Ratzen allein, lügt uns nicht. Auch kein Blabla, macht keinen Sand. In dieser sogenannten Stadt, der Druck muss weg. Sonst bleibt der da, ein ganzes Leben. C'était My Way, interprété par Nina Hagen. Oui, il faut voir les images. Ah ouais, ça elle est pas mal, Nina Hagen, c'est le punk allemand dans les années 80, ça déménage quoi. Alors les expositions, donc cette exposition Gabriel Münter, peindre sans détour au musée d'art moderne jusqu'au 24 août, Daniel Cordier au musée de la Libération jusqu'au 13 juillet, Willy Ronis au petit musée de Nogent-sur-Marne jusqu'au 31 juillet. Un photographe. Un photographe qui, pareil, qui a croqué, là, qui a photographié les guinguettes, les bords de Marne, et avec une humanité comme il y en a peu aussi. Suzanne Valadon à Pompidou jusqu'au 26 mai. Elle, les élèves de Jean-Jacques Henner jusqu'au 28 avril. Ce sont des peintres, tous ces gens-là. L'art dégénéré au musée Picasso jusqu'au 25 mai.
Thierry Loulet à la galerie Pascal Fressel. Alors là, c'est un peu plus loin, c'est à Strasbourg, c'est jusqu'au 26 avril. Mais on en parle parce que Thierry Loulet est quelqu'un de vraiment, vraiment chaleureux et sympathique. Donc, on a envie de faire suivre ses infos. Puis peut-être vous passez par Strasbourg. Artemisia Gentilicci, héroïne de l'Ars, au musée Jacques Marandré jusqu'au 3 août. Maximilien Luce, l'instinct du paysage, au musée de Montmartre jusqu'au 14 septembre. Rue Juliette, une exposition d'artistes dans le 13e arrondissement, à la boutique de Juliette, qui est une boutique de vrac bio. C'est jusqu'au 19 avril. Il faut y passer, il faut aller faire quelques courses. Juliette est super sympa et c'est l'occasion de voir les tapisseries de Corinne. Donc ça fait 2 bonnes raisons pour y passer. Christian Krog, Peuple du Nord, au musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet, un peintre norvégien. Et Aubusson Tis Tolkien au Collège des Bernardins, c'est jusqu'au 18 mai. C'est une exposition gratuite, mais il faut réserver en ligne. Et Force des lignes, Esprit des formes, c'est Jean-Pierre Givanides au Carré des Coignards à Nogent-sur-Marne jusqu'au 20 avril. Il faut vous bouger les fesses. Et tout de suite, le salut à nos amants. Claude et André de la Nation. C'est à Paris, à la Nation. C'est la place de la Nation. Claude et William, nos potes de Brest, qui dominent la rade de Brest depuis leur appartement en hauteur. On espère surtout qu'ils vont bien parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles et je vais leur écrire. Et que les petits chats vont bien aussi, qu'ils les ont pas dévorés en tout cas. Jean-Paul Souvraz, un immense peintre de Coudé-Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, un peintre nordiste, un vrai, un pur, et qui fait des petits sandwichs au saucisson beurre avec un petit coup de rouge, qui est pas piqué des hannetons. Puis il faut voir ces petites rues de Schnorr avec des petites rues pavées, avec des petites maisons en briques roses. Mais c'est chou, c'est craquant. Ben. Et Claudine, une pote à ma camarade Péchelchou, qui aussi bricole dans l'art, enfin, c'est une visiteuse de galeries, de musées, etc., qui a, paraît-il, une bibliothèque artistique, d'œuvres sur les peintres, les sculpteurs, tout ça, qui est top niveau. On ne veut pas que j'aille chez elle, parce que mais je serais démangé par mon vice de voleur. Corinne, Anne-Emmanuel, c'est 3 potes qui font dans l'art la barbouille. Corinne, elle fait dans le lainage, c'est-à-dire la tapisserie. La tapisserie. Il faut aller la voir chez Juliette, justement. Chez Juju, voilà. Anne-Emmanuel, qui est une plasticienne, une peintre, une dessinatrice de grande qualité, et Fredo, qui bricole des petites aquarelles, chou comme tout. Enfin, des fois c'est abstrait, des fois c'est énigmatique, mais c'est intéressant comme tout. Juliette Planck, ouais, justement, elle pourrait faire un jeu de mots un petit peu basique, qui se planque à Rochefort-sur-Mer, elle est en relégation là-bas, une graveuse, une grande graveuse, enfin on l'a connue comme ça en tout cas, au marché de la Bastoche, où elle vendait ses petites gravures, ses petites linos. D'ailleurs j'en ai acheté une, et que j'ai toujours, et j'en suis très content. Enfin bon, mes moyens ne permettent pas d'acheter comment c'est ce peintre américain là, de Arnaud, là, celui qui avait fait une bouse là. Kunz. Hein? Kunz, non. Oui, j'ai pas les moyens de Kunz. Mais t'as pas la place non plus. Hein. Et puis la place non plus. Hein. Sophie Villoutrex-Vrageux, une graveuse, peintre aussi, grande voyageuse, qui se dévoue beaucoup pour disons, dans les choses de la sociale, quoi. Je sais pas une super artiste. Voilà. Ma camarade Picourt en est follement éprise. Clément, un graveur un peu fou, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la taille d'épargne. Voilà, il faut vraiment le voir pour être, et puis causer quelque temps, enfin pas trop longtemps, parce que bon, il peut vous tenir pendant un après-midi sans arrêter une seule seconde de parler. Agnès Dubart, une graveuse en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en relégation en Ariège, après avoir déserté son atelier de Lille où on l'avait connu, à l'époque où elle faisait des gravures immenses, des gravures sur bois.
alors qu'elle est plutôt menue. Thierry Morciot, un peintre bruxellois magnifique. Alice Amoroso, une graveuse. Ah non, Thierry Morciot, c'est pas un peintre, c'est un graveur bruxellois comme Alice Amoroso, comme Roule Villoula. Voilà, c'est des pointures, tous ces. Alors, Morciot, c'est l'aîné, Alice Amoroso, c'est la Benjamine, et Roule, c'est le frère aîné, si on peut dire ça comme ça. Colette et Jacqueline, deux femmes, deux veuves de peintres, hélas aujourd'hui disparues. Alors, Colette a suivi le train, elle a été rejointe à Odon, voilà, où les peintres se réfugient une fois qu'ils n'ont plus rien à faire sur Terre. Et Jacqueline, on sait pas, on n'a pas de nouvelles. Bon. C'est elle qui peint sous verre. Liliane et Laurence, deux artistes écrivaines de polar. Liliane n'est plus là, hélas, et Laurence se retrouve toute seule, mais il paraît qu'elle vient de terminer un bouquin. Ouais, bon, qui sera publié dans un an, mais... Oui, c'est sûr qu'elle... C'est Jérémy Nelson, c'est la fin Jérémy de Nelson. ses enquêtes policières avec Jérémy Nelson. Qui sera publié dans un an. Donc ça doit être l'année 1927, voilà, je les pense. Les éditeurs, ces petites vitesses et grandes lenteurs. Quand ils éditent, en tout cas. Parce que la plupart du temps, ils n'éditent pas. Alice, je l'ai déjà dit, alors bon, Roll, Colette, Jacqueline, Liliane et Laurence. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, bon, qui a rejoint ses potes sorcières voilà, pour faire le sabbat 11-16 août. Marie-Christine et Christophe, deux militantes chez Militantes qui militent, dont on n'a plus de nouvelles depuis des années, mais enfin, nous, on est fidèles, on répète toujours. Ça se trouve, bon, bref. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance. Oui, Cécile, on la sent, mais on n'a pas de nouvelles de toi, ça fait rien. Et on t'aime quand même. La Russe flamboyante, qui anime 3 émissions sur une radio à destination des enfants et de leurs parents. Et comme c'est une ancienne institutrice de choc, ce qu'elle raconte ou ce qu'elle présente, c'est pas rien du tout. Voilà. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, il y en a d'autres à Bourg-en-Marlotte, on parle que d'elle, mais il y a d'autres peintres à Bourg-en-Marlotte, on suppose. On ne les a pas rencontrés. On les a pas rencontrés. Elle, on l'a rencontrée dans son atelier magnifique. Elle a une maison à cour fermée avec un portail gigantesque et tout. Non, ben c'est, voilà. Comme beaucoup de maisons à Bourg-en-Marlotte. Ouais. Florence Quenu, de la librairie L'Empreinte, toujours à Bourg-en-Marlotte, c'est là qu'on a connu le travail d'Isabelle Roubaille, parce que Florence Quenu, qui est une ancienne de la fondation DBF, elle prête ses simèses à des artistes du cru. Hélas. Dominique Pollard-Ardouin, une galériste hélas aujourd'hui disparue, ainsi que sa maman Thérèse Franco, deux galéristes femmes qui ont botté le cul de l'art parisien. Si on peut dire ça comme ça, en étant assez courtois quand même, malgré tout, même si vous n'êtes pas content qu'on le dise comme ça. Marie Dognaud, de la galerie Kaléidoscope. Voilà. On peut considérer qu'elle a pris la place de Paula Dardouin et de Thérèse Franco. Elle assure la suite en accrochant sur ses simèses des artistes qui en ont dans le pinceau. Voilà, ou dans la gouge, ou dans dans la gouge. Ouais. Antoine Manoury des Champignons, un groupe de musicos totalement inconnu, sauf de ma camarade Piqueco, et Anna Sinoratska, une artiste peintre polonaise dont on adore le travail, qui est un travail très très fort, dérangeant même. Enfin, je pense qu'on est ces deux seuls groupies. Non, parce qu'elle avait fait une exposition à Nuremberg il y a quelques années déjà et elle avait beaucoup vendu. Ah bah alors. Mais là, elle est un peu en panne d'inspiration, Anna. Bon, je pense que ça va revenir. Oui, oui, ça je peux la comprendre. Moi-même étant souvent en panne d'inspiration. Voilà, et moi voilà. Ma vie n'intéresse que moi. Voilà, c'est toute cette petite bande là, on pourrait en rajouter, on pourrait en soustraire, mais bon, on laisse les choses comme elles sont. Ouais. Et on se finit avec Mélismel, faut vivre. Salut les copines, salut les copains. À la semaine prochaine. Oui, parce que ma camarade part encore une fois en Belgique. Voilà. Elle ne peut pas se passer du mac and peas. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans.
faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.